Bonjour à tous, nous sommes donc tous réunis ici pour écouter un webinaire sur l'éco-conception et plus précisément réussir sa démarche d'éco-conception. Ce webinaire vous est présenté par le pôle éco-conception dans le cadre d'un programme régional, un programme pour développer l'éco-conception en Occitanie, soutenu par l'ADEME Occitanie, par la région Occitanie et l'éco-organisme Valdélia. Alors, dans un premier temps, donc, qu'est-ce que c'est l'éco-conception? Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les points principaux à retenir pour comprendre ce qu'est l'éco-conception? Alors bien sûr, l'éco-conception, donc je vais vous parler de la définition vraiment basique, fondamentale de l'éco-conception. Il s'agit de penser les conséquences environnementales de notre produit ou de notre service, je vais me limiter à la notion de produit aujourd'hui, dès la conception de ce produit, avec une réflexion finalement qui va être globale sur l'ensemble du cycle de vie, tout en assurant la performance finale de ce produit, parce qu'il faut garder en tête qu'un bon produit éco-conçu, c'est un produit qui remplace un produit non éco-conçu sur le marché. Il y a deux approches vraiment fondamentales dans l'éco-conception. Donc la première approche, c'est l'approche multi-étapes. On va vraiment se concentrer sur l'ensemble des étapes du cycle de vie du produit et non pas seulement sur une en particulier. Et la deuxième approche, qui est aussi très importante, c'est l'approche multicritère. C'est-à-dire qu'on va regarder à la fois toutes les étapes du cycle de vie, mais aussi tous les critères environnementaux sur lesquels le produit peut avoir un impact. Vous connaissez peut-être sans doute le critère qui correspond à l'effet de serre, qui est un critère qui est très documenté et dont on parle énormément dans beaucoup de domaines. Mais il est moins évident de savoir quel est l'impact environnemental sur d'autres critères tels que l'eutrophisation, l'acidification, la toxicité ou les consommations de ressources rares et d'énergie. Néanmoins, il est quand même très important de pouvoir prendre en compte l'ensemble de ces critères environnementaux, parce que ce n'est pas avec seulement un seul critère qu'on va pouvoir avoir une vision globale de notre produit. Il faut vraiment voir ça de manière plus large sur toutes les étapes, mais aussi tous les critères environnementaux, tous les critères sur lesquels le produit peut impacter l'environnement. L'objet aussi de voir cette approche à la fois multi-étapes et multi-critères, c'est d'éviter ce qu'on va appeler des transferts d'impact d'une étape du cycle de vie à un autre, mais aussi d'un critère d'impact à un autre. Pour vous expliquer rapidement ce qu'est un transfert d'impact, je vais prendre un petit exemple très rapide. Voici l'impact environnemental d'une voiture classique, globalement pris sur les étapes du cycle de vie indépendamment. On voit que la phase d'usage, bien sûr, est très élevée, étant donné qu'on a une consommation de carburant à la phase d'usage d'une voiture. Si on compare ça maintenant avec une voiture hybride, on voit que, bien sûr, l'impact à la phase d'usage a été fortement réduit, étant donné qu'on va utiliser moins de carburant pour la phase d'utilisation d'une voiture hybride. Mais cette baisse d'impact au niveau de l'usage a été transférée à d'autres étapes du cycle de vie, l'extraction des matières premières, la fabrication et la fin de vie, entre autres, parce que le fait de baisser cette phase d'usage a été fait grâce à l'ajout d'un moteur électrique et de batterie qui a obligatoirement fait augmenter l'impact environnemental pour d'autres phases du cycle de vie. Donc c'est là qu'on peut voir par exemple un exemple de transfert d'impact pour les étapes du cycle de vie, mais bien sûr il existe le même phénomène d'un critère à l'autre. L'important c'est de connaître ces transferts d'impact, de pouvoir les mesurer et ainsi de pouvoir les limiter au maximum. Une autre approche importante dans l'éco-conception est de prendre en compte l'environnement, bien sûr, mais également toutes les autres contraintes qui vont exister auprès de l'entreprise, les contraintes de respect de cahier des charges, les contraintes d'attente client, les contraintes de coût, les contraintes de temps. Et la démarche d'éco-conception doit permettre de réduire l'empreinte environnementale tout en permettant de répondre à l'ensemble de ces contraintes qui existent et qui sont toujours là et avec lesquelles l'entreprise doit composer pour répondre aux atteintes de son marché finalement. Donc, à retenir sur l'éco-conception, finalement, Nadège, c'est une approche à la fois service et produit. L'idée, c'est d'avoir une réflexion sur l'ensemble du cycle de vie, avoir une vision globale multicritère, tout en faisant attention aux transferts d'impact, en les connaissant et en pouvant les réduire, et en ayant une approche de compromis sur l'ensemble du contexte de l'entreprise. On a donc ainsi
une première approche pour comprendre l'éco-conception. Alors forcément, quand on parle d'éco-conception, la première chose à laquelle on pense, et les gens pensent de manière générale, c'est se dire « Ah mais ça coûte cher ». Alors justement, le pôle a fait une étude, enfin plusieurs études en fait, pour comprendre finalement quels vont être les retours économiques de l'éco-conception. Est-ce que ça coûte si cher? Oui, en effet, c'est donc un sujet très important qui intéresse beaucoup. C'est pour ça que 2 études ont été faites, une étude en 2008 et une étude un petit peu plus tard en 2014. Ce sont des études qui ont été faites donc avec des entreprises françaises, mais également européennes et québécoises, pour un peu voir quelle est la rentabilité de l'éco-conception et quels sont finalement les autres retours qu'on peut avoir en dehors des retours économiques. Alors voilà un petit peu pour avoir l'impact de 2014. Il y a 119 entreprises qui ont répondu à cette étude-là, en partie sur cette question-là. Et l'idée, c'est de montrer que finalement, pour eux, la démarche d'éco-conception qui a été mise en place a eu, pour la grande majorité d'entre elles, soit a permis une augmentation des profits de l'entreprise, soit a eu un effet neutre sur ses profits. Donc c'est quand même quelque chose qui, d'un point de vue économique, a vraiment permis d'avoir, pour la plupart, un aspect très positif. Donc on pourra aller plus loin et détailler un petit peu plus quels sont les effets vraiment économiques avec des chiffres. Mais ce qui est intéressant aussi sur cette étude, c'est d'aller plus loin que cet aspect-là et montrer finalement quelles ont été les motivations pour l'entreprise pour faire de l'éco-conception. Tout à fait. Qu'est-ce qui va faire que l'entreprise va aller s'impliquer et s'engager dans une démarche d'éco-conception? Finalement, on voit qu'au-delà de l'aspect vraiment économique qui a été un moteur, bien sûr, les 3 grandes motivations principales qui sont ressorties, c'est en premier lieu la conviction personnelle du dirigeant, en second lieu la recherche de nouveaux marchés et enfin l'anticipation de futures réglementations, la recherche de nouveaux marchés aussi. C'est le résultat de l'étude de 2014, mais on voit que c'est exactement le même sur l'étude de 2008. Et finalement, ce qu'on peut se dire, c'est que le dirigeant doit être forcément impliqué dans l'environnement, doit forcément avoir des convictions environnementales très fortes pour pouvoir entraîner son entreprise. Donc, il doit être un peu, quelque part, prendre le rôle de super-héros pour la planète en entraînant son entreprise dans cette démarche-là. Et donc, on a voulu aller plus loin, comprendre quelles étaient vraiment les motivations du dirigeant. Et on s'est aperçu, donc, à travers de cette étude, que si le dirigeant prenait des mesures en faveur de l'éco-conception, c'était pas que, ou alors pas forcément, pour des questions environnementales, mais vraiment parce qu'il était à l'écoute de nouvelles opportunités pour son marché, pour pérenniser son activité, et que l'éco-conception en fait bien sûr partie. Donc c'est vraiment un moteur très fort pour pouvoir avoir de nouvelles opportunités et aller plus loin dans son activité. Un autre point que je voulais aborder avec vous aussi, c'est que, alors il est important, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on fait une démarche d'éco-conception, de prendre en compte l'ensemble des étapes du cycle de vie. Pour ces études-là, les entreprises ont choisi sur quelles étapes elles allaient travailler. Et on voit que ce soit 2008 ou 2014, les étapes qui ont vraiment été travaillées, sur lesquelles les entreprises ont insisté, ce sont les étapes de matières premières, donc d'un travail sur le changement de matières premières ou la diminution des matières premières, et la fin de vie en particulier. Pourquoi est-ce que les entreprises qui ont participé à cette étude, donc qui ont eu des retours positifs sur l'éco-conception, ont travaillé en particulier sur cette étape-là? Eh bien parce que c'est une étape qui permet d'avoir un gros gain de rentabilité pour l'entreprise. Parce que c'est des gains qui vont être visibles directement, des économies visibles. Si on fait une diminution des matières premières, un changement des matières premières, c'est là-dessus qu'on va vraiment avoir une vision directe d'un point de vue économique pour l'entreprise. Pour aller un petit peu plus loin, je voulais vous montrer donc où est-ce que se situent les gains quand on fait de l'éco-conception. Comme je viens de le dire, pour l'étape de matières premières, bien sûr, mais du coup aussi de fabrication et de transport, les gains qui vont être réalisés sont des gains pour l'entreprise, ça va lui permettre de s'organiser différemment, de faire des économies d'un côté ou de l'autre.
bref, de changer son activité en interne. Donc les gains vont vraiment s'adresser directement à elle. Pour la phase d'usage, donc si l'objectif si ce qui a été réduit c'est l'empreinte environnementale à la phase d'usage, c'est le client qui va réellement voir les gains, des gains de consommation électrique d'un appareil par exemple. Et l'avantage de cette étape-là, c'est que ça va être pour l'entreprise un argumentaire tout fait, tout prêt déjà pour pouvoir convaincre le client d'acheter ce produit éco-conçu parce que ça va lui permettre à lui directement d'avoir un gain réel. Donc on voit que selon d'une étape du cycle de vie à l'autre, le gain va être différent. C'est pareil pour la fin de vie, le gain va plutôt être pour les recycleurs. Ce petit schéma-là permet de voir du coup sur quoi travailler pour avoir un gain potentiel derrière et pour qui va être ce gain. Mais ce qui est aussi important de mettre en face, c'est bien sûr l'impact environnemental réel du produit pour chaque étape du cycle de vie afin de savoir aussi sur laquelle travailler en priorité aussi par rapport à l'impact réel qu'on va avoir là-dessus. Et enfin, au-delà de l'aspect économique et des gains qui ont été réalisés d'un point de vue économique, les entreprises qui ont participé à ces études ont remarqué notamment une amélioration de leur image ou de leur notoriété forte, une augmentation de la motivation et de la fierté des employés qui retrouvent un sens dans leur emploi, et également une meilleure relation avec leurs clients basée sur plus de transparence. L'éco-conception, c'est vraiment bien pour une entreprise et il faut surtout partir d'une réflexion globale de l'entreprise et c'est bien ce que font la plupart des dirigeants pour aller dans une démarche d'éco-conception. Alors, c'est bien gentil maintenant, on sait qu'est-ce que c'est l'éco-conception, on peut savoir qu'on a un retour économique rapide et intéressant d'une démarche d'éco-conception. Maintenant, comment on va faire pour effectivement mener une démarche d'éco-conception? Avant de passer directement aux différentes étapes, je voudrais juste attirer votre attention sur un petit outil qui s'appelle l'Eco-Design Maturity Meter, qui va vous permettre, vous en tant qu'entreprise, de pouvoir vous auto-diagnostiquer, de pouvoir faire un état des lieux de où est-ce que vous en êtes dans votre projet, dans votre entreprise, pour pouvoir vous positionner par rapport à différents niveaux de maturité d'un projet, pour savoir aussi quels sont les leviers pour passer au niveau supérieur et de pouvoir aussi vous positionner par rapport à d'autres entreprises de même type. C'est un outil qui va être très simple à mettre en œuvre et qui va vous permettre justement de voir où vous vous situez pour ensuite mieux réfléchir à comment cadrer une démarche d'éco-conception avec les différentes étapes que je vais vous présenter maintenant. Donc, pour une démarche d'éco-conception, on a six étapes principales. La première, cadrer sa démarche, identifier ses enjeux, va être l'étape la plus importante à mettre en avant. Donc c'est celle sur laquelle je vais insister aujourd'hui parce que le fait de bien réussir cette étape, ça permet d'avoir un socle solide pour par la suite pouvoir réfléchir dans de bonnes conditions et dans un bon cadre pour réellement construire une démarche d'éco-conception qui aura du sens derrière. Donc concernant ce choix d'un produit, il est très courant dans les entreprises d'avoir différents types de produits, différentes gammes finalement. Et donc de se poser la question au moment où on veut mettre en place une démarche d'éco-conception, mais sur quoi est-ce qu'on va travailler en premier? Beaucoup de critères peuvent alors apparaître. On peut prendre le produit qui a la meilleure marge par rapport à tous les autres produits. On peut prendre le produit qui est le plus complexe ou le plus simple. On peut prendre le produit qu'on va vendre le plus ou qu'on va vendre le moins. Différentes réflexions du coup peuvent se porter là-dessus. Finalement, si on prend un des produits qui se vend le moins, on va avoir moins de risques en cas d'échec de la démarche d'éco-conception, mais en même temps, si elle réussit, elle se verra peut-être moins. Si on prend à l'inverse le produit qui se vend le plus, on va avoir exactement l'effet inverse. Si on se trompe, ça va moins bien marcher. Mais par contre, si on l'a réussi, alors ça va être vraiment un point très dynamique pour l'entreprise, très positif. On peut aussi prendre un produit assez simple pour ensuite pouvoir avoir une démarche qu'on comprendra très bien, qu'on va maîtriser et qu'on va ensuite pouvoir essaimer plus facilement à tous les autres produits. Bref, plein de
plein de solutions s'offrent à nous. Ce que l'on vous conseille pour pouvoir justement mieux choisir, c'est de pouvoir placer vos différents segments d'activité les uns par rapport aux autres. Donc l'idée, ça va être bien sûr de segmenter votre activité en fonction des marchés, en fonction des produits, et de pouvoir les comparer sur... alors on vous propose ce type de critères-là qui est totalement modifiable et adaptable à tout type d'entreprise, mais l'idée c'est de pouvoir comparer le chiffre d'affaires de ces différents produits par an, le nombre d'unités vendues pour savoir si ça représente des parts faibles ou grandes de l'activité de l'entreprise, et ensuite réfléchir sur les tendances d'évolution de ce produit-là, sur la marge qu'il peut y avoir, et du coup est-ce que en faisant une démarche d'éco-conception, vous allez vouloir augmenter ou réduire cette marge, et surtout les attentes et les pressions qui vont être perçues vis-à-vis de l'environnement. Est-ce que c'est un produit qui est perçu comme déjà avec un impact environnemental réduit, ou est-ce que justement c'est une demande client de réduire cet impact environnemental là ou pas? C'est vraiment des questions qui peuvent permettre de mieux choisir votre produit et de vraiment partir sur un produit qui va avoir du sens pour votre démarche et pour votre entreprise. Ensuite, la deuxième question qu'on va se poser pour cadrer cette démarche, c'est jusqu'où est-ce qu'on va faire de l'éco-conception finalement? Et c'est là qu'il va falloir plus analyser votre entreprise dans son contexte, quelles sont les opportunités qui vont s'offrir à vous, les opportunités en termes d'anticipation de la réglementation, on en a parlé, en termes de relations avec vos sous-traitants et vos fournisseurs, en termes de motivation des employés. Peut-être que vos équipes seront plus motivées à mettre en place de l'éco-conception sur un produit que sur un autre aussi, pourquoi pas. Il y a aussi un sujet qui va être important, c'est quelle est votre maîtrise des risques qui existent autour du cycle de vie de vos produits. Ce sont des questions aussi qui peuvent se poser et qui peuvent permettre de voir où vous vous situez, quelles sont vos marges de manœuvre et vos points de maîtrise pour mettre en place de l'éco-conception sur certaines étapes plutôt que d'autres. En parallèle de ça, ce qui est aussi intéressant de voir et d'avoir un état des lieux là-dessus, c'est bien sûr les capacités de votre entreprise, quelles sont les ressources que vous avez en interne pour faire de l'éco-conception, mais quelles sont aussi les ressources que vous avez pour avoir une étude des attentes de vos clients, pour avoir une communication qui va être forte et qui va soutenir la démarche d'éco-conception derrière. Quelles sont les politiques achats de l'entreprise, par exemple? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous pouvez travailler justement pour aller plus loin et accentuer la démarche? Donc, pour ces deux sujets-là, opportunités et capacités, l'idée c'est de pouvoir justement avoir une vision globale du contexte de votre entreprise, et donc de pouvoir visualiser sur quelles étapes, sur quels points vous êtes les plus forts pour pouvoir mettre en place une vraie démarche d'éco-conception sur ces points-là. Donc on le voit, en fait, vraiment, il est très important de passer du temps sur cette étape de cadrer la démarche, identifier les enjeux pour l'entreprise, comprendre son contexte pour aller vraiment dans une démarche d'éco-conception qui va réussir. C'est notre but. Et puis après, on enchaîne évidemment sur d'autres étapes tout aussi importantes, mais celle-ci, la première, est vraiment, vraiment indispensable. La deuxième étape, une fois qu'on a un cadre précis, qu'on sait sur quoi on va travailler, c'est d'avoir un point de départ. Ce point de départ, ça va être une évaluation environnementale de notre produit de référence finalement, donc le produit qu'on a choisi et qu'on veut améliorer, ou alors le produit qu'on veut développer. On va prendre une hypothèse, une image pour l'instant là où on se situe, où est-ce qu'on veut aller. Donc pour faire cette évaluation environnementale du produit de référence que l'on va utiliser, il existe plusieurs types d'outils en fonction des besoins de cette évaluation environnementale. On peut utiliser par exemple l'analyse de cycle de vie, qui est l'ACV, qui est un outil qui est très précis, très long à mettre en œuvre, mais qui permet d'avoir des résultats vraiment très complets. Donc ça peut être un des objectifs de l'entreprise. On peut aussi utiliser une ACV qui va être simplifiée, qui va cette fois être moins compliquée à mettre en œuvre, moins longue, mais qui va donner des résultats un peu plus approchés.
Il existe aussi d'autres outils qui permettent d'avoir des résultats encore plus globaux, mais qui permettent tout de même justement de pouvoir comparer simplement les étapes du cycle de vie les unes par rapport aux autres. Pour faire ça, on n'a pas besoin d'avoir des résultats très précis, mais un outil rapide qui permet de faire ça peut déjà permettre d'avoir une réflexion, des pistes de réflexion intéressantes. Donc, des outils multiples qui répondent à différents types de besoins en fonction des types de produits, des types d'entreprises et bien sûr de vos problématiques. Cette situation de référence-là va vraiment permettre d'avoir un point de départ, de pouvoir avoir une vision de votre produit à l'instant T et de son impact environnemental pour ensuite aller plus loin et l'améliorer. L'étape suivante justement pour pouvoir l'améliorer, ça va être la recherche de pistes d'éco-conception. C'est la partie qui va être l'étape la plus créative finalement. L'idée, ça va être de générer des idées justement pour imaginer ensemble des solutions pour réduire l'impact. C'est souvent le moment où on met des personnes de l'entreprise qui se côtoient pas forcément autour de la table pour justement faire émerger de nouvelles idées. Pour ça, il existe différents types d'outils également. On peut se servir de checklists, de guides et de normes qui peuvent déjà donner des idées pour trouver ces pistes de solutions-là. On peut aussi se servir des référentiels, des écolabels pour trouver des pistes d'éco-conception qui sont ensuite bien sûr à adapter aux produits, à la situation de l'entreprise en particulier. Un des outils qui est très bien justement à adapter à ce genre de situation, c'est celui-ci, la route brisée, qui permet d'avoir des pistes d'éco-conception assez générales bien sûr, donc qui vont être à adapter. Et ces pistes d'éco-conception sont réparties selon les différentes étapes du cycle de vie. Ça permet aussi de pouvoir avoir directement un certain nombre de pistes pour une étape en particulier qu'on va vouloir améliorer. Après cette étape vraiment de génération d'idées et de pistes d'éco-conception, on va se recentrer un petit peu avec l'étape suivante qui est une étape d'aide à la décision. L'objectif de cette étape va être de challenger les différentes pistes qu'on a obtenues à l'étape précédente avec toutes les contraintes et le contexte d'entreprise réel pour sortir les pistes qui vont être les plus pertinentes et construire une stratégie vraiment adaptée à l'entreprise en sélectionnant les pistes importantes et en les structurant les unes par rapport aux autres, en les hiérarchisant pour construire une stratégie liée, globale, qui va aussi permettre derrière d'avoir déjà des bases pour construire un argumentaire de communication dont on parlera un petit peu plus tard. Donc on est vraiment sur les gains environnementaux challengés avec les compromis et les contraintes dont on avait parlé plus tôt. L'étape suivante, donc, ça va être l'étape d'évaluation environnementale comparative. Cette fois, on va revenir sur un outil d'évaluation environnementale comme à l'étape B. Et l'idée va être de comparer donc notre nouvelle situation environnementale grâce à toutes les pistes qu'on a identifiées et qu'on veut mettre en place derrière, et identifier et vérifier qu'on a vraiment un gain environnemental et vérifier surtout qu'on n'a pas de transfert d'impact, ou si on en a, de pouvoir justement le mesurer et bien s'assurer que l'impact environnemental global sera tout de même réduit. Et enfin, la dernière étape de la démarche d'éco-conception, c'est une étape de communication et d'information. Cette étape finale est finalement conditionnée par la bonne réalisation des étapes précédentes, comme je vous le disais, parce qu'elles vont aider à construire un argumentaire pertinent pour communiquer non seulement auprès des clients, mais aussi auprès des fournisseurs et auprès des autres parties prenantes. Il faut vraiment aussi faire un travail sur savoir à qui on veut communiquer et qu'est-ce qu'on veut communiquer à qui, pour savoir quelles allégations environnementales communiquer, de quelle façon on va le faire pour que ce soit vraiment pertinent et que ça touche vraiment les entreprises, pas les entreprises, justement les clients de l'entreprise, et
et les personnes que vous avez en face pour que justement ce nouveau produit éco-conçu remplace réellement un produit non éco-conçu sur le marché. Ça, c'est toujours notre leitmotiv, hein, qu'un produit non éco-conçu soit remplacé par un produit éco-conçu. C'est comme ça qu'on va permettre d'augmenter la performance environnementale, on va dire, de notre société carrément, et que l'environnement soit bien pris en compte dans le monde économique, tout en ayant des entreprises qui continuent à travailler et qui continuent à produire des produits parce que c'est leur rôle. Je te laisse dire encore un mot, Marie. Non, j'allais dire que voilà, j'avais fait un peu le tour des différentes étapes d'une démarche d'éco-conception et de tous les points qu'il y avait vraiment à retenir en particulier. Donc, Voilà, donc ça nous donne déjà une première approche sur ce qu'est l'éco-conception, sur comment réussir, comment s'engager dans une démarche d'éco-conception pour justement la réussir.